Salut Dornol, bonjour à tous, salam alaikum, namasté, fofo. Oui, en anglais, mais je ne fais pas en anglais là. Bon, alors, euh, là aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce que je teste mon nouveau micro, enfin mon micro, puisque je l'ai reçu ce matin. Euh, et donc je vais continuer après avoir fermé un truc là. Oui, à l'état, il y a la lumière dans l'escalier, c'est pas la peine d'en rajouter. Voilà. Donc, on, on continue donc sur l'effondrement de notre société et la possibilité d'en reconstruire une autre derrière. Alors pas nous, parce que on sera mort depuis longtemps, mais d'autres gens. Les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, on peut pas donner, on peut pas donner de date parce que ce serait là un petit peu exabusé, comme dirait l'autre. Donc, alors voilà. Euh, bon, alors, je résume, hein. Donc, notre civilisation industrielle qui a démarré il y a 2 ou 3 siècles là, euh, a a voulu dominer le monde, tout ça sur une base de vieux racisme classique et ordinaire de nous sommes blancs donc nous sommes supérieurs, hein, parce que ça c'était la théorie de Darwin. Enfin, c'est pas ça. La théorie de Darwin, c'était l'évolution, etc. Et puis donc les scientifiques, alors je mets des guillemets parce que les scientifiques en question, c'est pas c'est pas non plus bon. Et tous les scientifiques, toi, les gars qui avaient des décorations, la Légion d'honneur, qui étaient professeurs au Collège de France et ailleurs, enfin, dans les académies et tout le gratin, hein, ils étaient tous persuadés que, puisqu'on est blanc, on est donc supérieur aux autres. Voilà, l'évolution. Alors que c'est une question de soleil. Enfin bon, alors, moi, je suis breton, il n'y avait pas beaucoup de soleil ici, il pleut tout le temps. Il pleut encore aujourd'hui. Je suis tout blanc. Voilà. Bon, c'est une histoire comme ça. Bon, voilà. Alors, ils ont voulu dominer le monde. Ils ont pillé sans aucune vergogne et avec avec une parfaite bonne conscience. Ah, ils étaient persuadés qu'ils faisaient le bien, que c'était ça qu'il fallait faire. Apporter la civilisation aux sauvages, les sauvages étant tous ceux qui ne sont pas comme nous, et leur apporter le christianisme ou l'islam, ou, enfin, bon, pas l'islam pour les blancs, mais pour le christianisme en général, enfin le catholicisme aussi, et puis toutes les variantes qu'il y a eu après. Bon, alors ça a été les pillages, l'esclavage, toutes les saloperies qu'on a pu faire, on les a faites. Y compris des pires atrocités dans tous les genres, on les a faites, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, enfin, il n'y a pas de doute. Le bon, alors, résultat, évidemment, à force de vouloir toujours faire plus, on a donc il y a 2 siècles à peu près, on a commencé avec le charbon et puis la révolution industrielle sur la base des produits qu'on avait été volés ailleurs. Hein, on les volait, on les transformait, puis après on les revendait. C'est pratique, hein. Et donc, il y a des gens qui ont fait des fortunes, qui se sont enrichis. Alors, avec le trafic d'esclaves, alors ça allait encore plus vite. Et, euh, et notre société est devenue forte
militairement parce qu'elle n'avait plus aucune spiritualité. Je ne parle pas de religion. La religion, c'est on croit, on vous dit, il faut croire en un Dieu et obéir à ses règles. Un ou plusieurs dieux, mais vous obéissez à ces règles et vous allez, après, vous irez au paradis ou sur la Lune ou je sais pas, sur Mars pour Elon Musk. Bon, oui, donc on a déconné complètement. Là, on a poussé le confort au maximum, parce que même les pauvres comme moi, j'ai la télé, le chauffage, les tablettes, ordinateurs, tout ça, alors que je suis dans les plus pauvres de, des Occidentaux. Alors j'allais dire des Français, moi je suis breton, hein, je suis citoyen français, mais breton. Et donc, forcément, à force de faire ça, on a réchauffé le climat, on a envoyé du CO2 dans l'atmosphère, et résultat, les températures augmentent, et puis maintenant ça déclenche des tas de catastrophes dans tous les genres. Ah, donc, alors, le front des glaces, l'Antarctique, le Groenland. En plus, il y a l'autre gros con de Trump qui va vouloir aller chercher ce qu'il y a sous la glace au Groenland, parce que là, c'est très très riche, comme par hasard. Sous la glace, comment il va faire, hein? Il va faire fondre la glace. Dans ce cas-là, le niveau de la mer monte de 58 mètres. 58. Hein, la Bretagne devient une île. J'ai déjà dit, je le répète, pourquoi pas? Parce que moi, je m'en fous, j'habite dans les montagnes. Enfin, les montagnes en Bretagne sont pas bien hautes, mais ça suffira. Même si l'Antarctique fond aussi entièrement, ça fera un truc dans les 126 mètres ou quelque chose comme ça, en tout. Donc à peu près retrouver le niveau qu'on avait. On retrouvait la même montée des eaux qu'on a eue après le dégel de l'hémisphère nord il y a 10 000 ans environ. Bon, bref, alors on a emmerdé tout le monde, on a tout saccagé. Bon, trop tard, on peut rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Le problème, c'est ça, quoi. Donc, quand toutes les catastrophes alors les catastrophes arrivent ici, là, puis c'est de plus en plus souvent. En général, dans ces situations-là, il y a un élément déclencheur qui fait que tout, paf, arrive en même temps. Alors ça peut être un truc, je sais pas, je prends l'exemple d'un super volcan, par exemple. Un volcan qui se met un super volcan comme celui qui est en face de Naples, par exemple, peut déclencher ça avec en plus une sorte d'hiver volcanique où t'arrives plus à voir le soleil et tout. Bon, voilà, c'est comme ça que se sont écroulées toutes les civilisations de l'ouest de la Méditerranée. Il y a 3200 ans à peu près, à quelques jours près. Ça a été le volcan de Santorin qui a détruit toutes les civilisations. Alors elles se sont transformées, elles se sont arrangées, d'autres ont disparu. Mais bon, voilà. Donc c'est pas rare, ça arrive. Donc bon, peut-être qu'on aura ça, peut-être que ce sera pas ça, peut-être qu'on va encore durer un siècle ou deux, j'en sais rien. On peut pas faire de projet. Mais vaut mieux partir sur une hypothèse réaliste, c'est-à-dire dans les 50 ans maximum, quoi. Ça m'étonnerait qu'on arrive à la fin du siècle. Et ça étonne tous les scientifiques qui se posent sérieusement la question.
Seulement, ils sont pas d'accord entre eux sur la durée qui nous reste. Il y en a qui sont très optimistes, qui voient 3 siècles encore. Puis il y en a d'autres qui disent dans 10 ans, c'est cuit. Bon, moi, je n'avais pas de boule de cristal, et puis même si j'en avais une, je ne saurais pas m'en servir. Donc, bon, bah, on verra bien. Enfin, ceux qui seront encore vivants, ils verront bien. Mais alors, le truc, c'est que ça va être ce qui va se passer quand ça va s'effondrer vraiment. Les États, l'argent, tout ce qui compte actuellement, tout ça, ça n'a plus marché du tout. Il ne faudra pas compter sur les gouvernements, les élites, les Macron ou les Trump. Euh, et tout ça, ça va s'écrouler lamentablement. Donc ce sera démerdez-vous tout seul. T'auras de l'argent en banque, ben, tant pis, il disparaît puisque l'argent n'aura plus de valeur. Ah, ils vont trouver des systèmes, des astuces pour essayer mais bon, ça n'empêchera pas que voilà, ce sera ça. Alors, donc, en plus, il va y avoir des milices, il va y avoir les racistes qui vont s'embusquer derrière des sacs de sable. Salut Joël. Je sais pas si tu regardes, mais salut mon gars, je suis allé voir ta page Facebook et j'ai eu une grosse surprise. J'étais persuadé de tomber sur un blanc raciste. Je sais pas pourquoi. J'avais dû comprendre de travers ton truc, mais bon. Donc, salut Joël. Euh, ouais, donc je dis ça va être affreux. Ça va être affreux, mais on peut réagir, c'est-à-dire il faut créer des réseaux de solidarité et d'entraide, aussi bien au point de vue local que, tant qu'on peut, le faire au niveau international. Par exemple, ici en Bretagne, on a l'habitude un peu, si vous voulez, des associations, des trucs d'entraide. Là, par exemple, ils veulent fermer un hôpital à côté de chez nous, enfin à 16 kilomètres quand même, mais bon, bah, c'est la bagarre. Hein. C'est la bagarre et nous, on n'est pas d'accord et les Bretons, ils ont la tête dure. Et ça, c'est pas un cliché. Voilà. Donc ça, ça va, il va y avoir un moment très difficile parce qu'il va y avoir des famines, il y aura si le niveau de la mer monte, ça, si par exemple le glacier ouest de l'Antarctique tombe dans la flotte directement, hein, parce que c'est ce qui menace de se faire. Euh, on- L'eau montera alors entre 63 centimètres et 3 mètres. Il y en a même qui disent 6 mètres. Ça dépend un peu comment ça va se fracturer. Si c'est le cas de 3 mètres ou de 6 mètres, c'est cuit. Il n'y a plus un port qui fonctionne. Il n'y a plus un port qui fonctionne, donc pour manger, pour avoir des médicaments, ben, ça va être compliqué. Et comme les avions n'auront plus de kérosène, puisque le kérosène arrive par bateau, euh, on va être obligé d'aller chercher les chameaux dans les eaux et puis faire des caravanes. Bon, voilà. Donc ça, il faut s'y attendre, ça va faire mal, c'est sûr. Il y aura tous les Zemmour et autres racistes, haineux, ces gens-là qui sont mus par la haine. Hein, ce qui les anime, eux, c'est la haine de l'autre. Alors avant c'était les juifs, mais maintenant ça peut plus tellement se faire puisque les juifs appellent à voter pour les racistes, pour les descendants de ceux qui les ont génocidés il y a 80 et quelques années. Donc maintenant c'est les arabes et puis ou les noirs ou tous ceux qui sont pas blancs de toute façon, c'est ça.
Alors les juifs séfarades, attention, hein, vous ressemblez à des arabes. Bon, oui, je veux dire, donc ça va être abominable. Et ça va être, si on n'est pas organisé, ça va être abominable. Si on est organisé, si on s'organise, on peut arriver à encaisser le choc avec des imaginations et puis des idées, et surtout ne pas compter sur les États. Si on compte sur les États, ça va être une catastrophe pire, bien pire, bien pire. Parce que eux, ils font rien de toute façon. Ils vont se tirer, ils vont aller s'installer quelque part, et là où ils se diront, bah, je vais tenir le plus longtemps possible, et voilà. Donc le haut gratin de notre société, pas compter dessus. Donc c'est à nous, le peuple, de nous organiser sans chef, hein, ni de droite ni de gauche, hein, pas de Mélenchon, pas de Le Pen, rien du tout. Surtout pas, surtout pas. Hein, parce qu'un chef, quand il est chef, il se dit, allez, bon, j'ai des idées, vous allez voir, avec moi, ça va être génial, on va tout changer et tout et tout. Et puis bon, ça se termine toujours mal. Toujours. Hein. Vous regardez l'histoire, le Parti communiste, enfin en Russie, les dictatures fascistes qui en général se terminent mal, sauf pour Franco qui a réussi à tenir jusqu'au bout. Voilà. Hitler, il a quand même tenu quelques temps, mais pas tant que ça. Donc, de gauche, droite et tout ça, tout ce qui est haine, enfin en gros, c'est ça. Pour nous, on fait des réseaux et on fait le contraire de ce qui a été fait dans les civilisations avant. Alors, ça va réduire notre confort, ça va réduire notre façon de, ça va dire notre facilité à vivre, ça va poser des tas de problèmes parce que comme on a tout désertifié les campagnes, qu'il y a plus de, il y a plus de médecins, il y a plus de pharmacie, il y a plus d'épicerie, il y a plus de rien du tout. Bon, alors de toute façon, si les médicaments n'arrivent pas, ça changera pas grand-chose. Donc il faudra qu'on s'organise intelligemment. Et il faut pas trop tarder parce que comme on ne sait pas quand ça va arriver, il vaudrait peut-être mieux qu'on soit déjà prêt. Donc il faut commencer à réfléchir à ça. Et ça, c'est les jeunes qui vont le faire. Parce que nous, les vieux, de toute façon, on peut pas. Hein. On a mal au dos, là, on a tout un tas de maladies. Je vous dis pas le nom de la mienne parce que rien que de la dire, ça fait peur. Ah si, j'ai une fibrose péritonéale en relation avec une maladie IgG4. Voilà, c'est bien, ça en fout plein la vue à tout le monde et on ne sait pas ce que c'est. Ah si, enfin moi je sais ce que c'est, mais bon, pour l'instant c'est pas grave, ça me fatigue seulement. On verra plus tard, mais plus tard j'aurai fait mon temps. Donc oui, alors je disais, et une fois que tout ça se sera calmé, au bout d'un moment, il va plus y avoir de munitions. Les gens vont, à force de se tirer dessus, les munitions s'épuisent. Pour faire des munitions avec modernes, il faut il faut beaucoup d'énergie pour faire la poudre, faire tourner les machines, ça, enfin bon, ça à la rigueur, mais pour faire la poudre en particulier. Et pour je parle des armes de poing, mais pour alors les bombes et les machins nucléaires et tout et tout. Ah oui, j'ouvre une parenthèse. Le roi de la parenthèse. Euh, il y a un gros risque, hein, c'est la guerre nucléaire quand même.
Jusque-là, tout le monde se dit, bon, ça va pas se produire parce que s'il y en a un qui envoie une bombe nucléaire, tout le monde lui en envoie après. Ouais, peut-être. Mais quand on voit qui est au pouvoir un peu partout, on se dit que sur le tas, il y en a bien un qui un jour va dire boum. Bon, alors comme je disais dans la dernière ou l'avant-dernière vidéo, je ne sais plus laquelle c'était, euh, ça se fait pas tout seul, il faut qu'il soit deux ou trois à chacun ayant un code. Bon, normalement, c'est fait exprès pour qu'ils aient le temps de réfléchir avant de... Et non pas le gars qui se réveille, et, ah, j'ai une contrariété, oh, je suis cocu, merde, boum, je fais sauter la planète. Ouais, bon. Donc voilà, au bout d'un moment, on va pouvoir se refaire reconstruire une civilisation parce qu'on ne pourra pas s'empêcher. Ah, ça, c'est les humains. Et les humains, ils vivent pas tout seuls, euh, ils vivent dans, tiens, j'ai mis que cet éclairage-là, moi, aujourd'hui. Ils vivent qu'en société. Hein, c'est comme les loups, encore qu'il y a des solitaires. Voilà, ils vivent en meute. Et donc on va reconstruire une société. Donc, je disais l'autre fois, de toutes les sociétés qu'on a recensées, il y en a une seule, une grande. Je parle des grandes sociétés. Il y a eu des petites ou civilisations, si vous voulez. Euh, il y a eu plein de petites civilisations qui fonctionnaient sans chef, sans armée, sans guerre, sans rien du tout. Ça a existé, ok. Euh, c'est qu'est-ce que je sais plus. Ah oui, alors euh, donc de toutes les grandes civilisations, donc il y en avait une qui a très bien fonctionné, c'est la civilisation des sept rivières, Sapta Sindhu en sanskrit. C'est une civilisation qui était sur le Pakistan, l'ouest, nord-ouest de l'Inde, parce que avant le Pakistan c'était l'Inde. Mais bon, avec Churchill et puis Jinnah voilà, ils ont négocié un truc complètement con, mais bon, enfin bref. Et donc l'ouest de l'Inde, un petit peu l'Iran, l'Afghanistan, pas tout l'Afghanistan, mais la partie ouest et puis le nord aussi. Et, euh, et puis alors, c'était une civilisation donc qui était grande comme deux fois la France, hein, si vous voulez, hein, du nord de l'Afghanistan au Gujarat, du Gange à l'Indus, avec, pour l'époque, qui était la plus peuplée, ou en tout cas l'une des plus peuplées, mais je pense que c'était la plus peuplée, ils avaient 5 millions d'habitants. Alors maintenant, ça y est, vous pouvez rajouter des zéros derrière, mais c'était comme ça à cette époque-là. Donc voilà. Alors eux, ils avaient donc une civilisation qui a vécu qui a duré au moins la civilisation urbaine, parce que ça c'est plus facile. On trouve des ruines de villes, donc on peut dater ça, pas de problème. C'était donc une civilisation qui a duré 1500 ans sans la moindre trace de violence. Ah, donc les archéologues ont cherché partout, ils étaient déçus d'ailleurs, parce qu'ils aiment bien quand ils trouvent des traces de guerre. Il n'y a rien. Il n'y a rien, aucune trace de violence, nulle part. Il n'y avait pas d'armée, en plus. Et donc, une grande civilisation comme ça, alors qu'à côté, il y en a qui s'entretuaient, hein, et qui prenaient des esclaves et tout et tout. Là, non. Pas de palais, pas d'esclaves, pas de temple, pas d'armée. Bon, je sais plus encore, plein de choses. Par contre, c'était par quartier et fonctionnement un peu à la manière du néolithique de
peut-être un raccourci un peu facile, enfin un peu facile, un peu léger, euh, des petits groupes et on prend des décisions collectivement. Pas de chef. Il y a forcément, au bout d'un moment, quand on construit les villes, il faut un architecte, il faut des gens qui prennent des décisions et puis qui font des trucs. Donc, il y avait des gens qui étaient désignés par les conseils et pour s'occuper de telle ou telle chose. Mais tous ces gens-là avaient des obligations parce que c'est pas parce qu'on les avait désignés. Alors, s'ils se pointaient en disant s'il y avait eu un système électoral, il n'y avait pas. Mais s'il y avait un système électoral où tout le monde se serait bousculé en disant oh là là, c'est moi, élisez-moi, vous allez voir, moi j'ai des idées géniales et tout. Voilà, c'est pas la peine, ça, on a connu, surtout pas, surtout pas, surtout pas ces gens-là. Pas de chef, hein. No king, comme disent les Américains, euh, et c'est valable pour tout le monde, hein. Ni Trump ni Macron, ou un autre. Voilà. Donc, euh, où en étais-je? Ouais, ça a duré 1500 ans. 1500 ans, on dit comme ça, ouais, dans le temps et tout ça, donc ça, on se rend pas compte. Mais 1500 ans pour nous, hein, en prenant l'histoire de France, hein, je prends pas l'histoire de Bretagne parce que euh, nous, on est arrivé il y a environ 1500 ans en Bretagne. Hein, ces salopards d'anglais nous ont virés. Les Angles, les Saxons et des Francs avec déjà. Et oui, ils nous ont piqué notre pays, donc nous on est venus s'installer ici en Armorique, où on avait des relations avec les commerciales, mais pas que, hein, puisque il y avait des relations assez proches. Ouais. Euh, et ils mettaient, les gars, ils mettaient 20 heures pour traverser la Manche à la rame pour aller de la Bretagne en, en Grande-Bretagne, qui était à ce moment-là la Bretagne, donc d'Armorique en Bretagne, quand elle était une île. 20 heures et à la rame. Alors, bon, je ne sais pas s'ils ne s'aidaient pas quand même avec un mât et des voiles, mais d'après ce que j'ai lu et j'ai vu, waouh, bravo les gars. Bon, alors, tout ça, ah oui, alors, donc pendant, euh, et donc il y a 1500 ans, la France n'était pas encore la France, hein. Il manquait déjà au moins les trois quarts pas les trois quarts, disons un bon tiers. Euh, il manquait un bon tiers de territoire. Les Francs n'étaient pas encore arrivés partout, et ils n'étaient pas arrivés en Bretagne, là il faut attendre un peu, hein, 1000 ans environ. Et ah bah oui, on est têtus, nous. Et ils se sont installés partout, et c'est devenu le royaume franc, qui après a donné Charlemagne, et ensuite le fiston de Charlemagne euh, qui a eu des enfants et qui a divisé son immense territoire en trois. Et il y avait donc la Francie occidentale, la Lotharingie et la Francie orientale. Et mais pas nous, hein. Il y avait les marches de Bretagne. Euh, enfin bon. Et donc, voilà, la France a commencé comme ça, puis au bout d'un moment, on a rejoint nous, à notre demande. Bon, avec un petit peu de corruption, etc. Euh, mais il y avait ça n'a plus rien à voir, mais bon, mais il y avait un accord qui est considéré maintenant comme
une convention de droit public international qui faisait que on rejoignait la France à condition hein, d'avoir notre propre État, de gérer nos affaires, etc. Ce qu'on aimerait bien avoir maintenant. Bon, plouf, je passe. C'est pas le sujet. Donc c'est pour vous rendre compte que depuis Clovis et, de Clovis à maintenant, il y a eu pas mal de guerres. Hein, il y a eu quelques guerres, quoi. Bon, ben, les Indiens de l'époque du Rig Veda, donc de la civilisation des sept rivières, eux, ils, n'ont, ils avaient connu des guerres, des combats, des guerres. Euh, et puis après, ça s'est arrêté. Alors comment? On ne sait pas. Sans doute parce que c'était des gens intelligents hein, qui se sont dit, voilà, il faudra peut-être mieux arrêter ça. Et ils ont fait une civilisation qui a fonctionné pendant 1500 ans, sans guerre, sans roi, sans gros profiteurs en tout genre. Euh, il y avait des inégalités, parce que ça, c'est dans la nature. Hein. Il y a des gens qui sont grands, il y a des petits, il y a des gros, il y a bon, ben voilà. C'est pareil pour la vie. Il y a celui qui prend un terrain et puis il se dit, oh là, je vais faire pousser des trucs là-dessus. Puis merde, il y a que des cailloux. C'est surtout les cailloux qui poussent. Ah bah oui, bah lui, tant pis, il avait mal choisi. C'était celui d'à côté qu'il fallait prendre. Donc celui qui s'est installé à côté, lui, alors là, boum, ça marche. Il fait des excellents et puis voilà. Les problèmes, enfin bon, quand ça reste raisonnable et que les gens peuvent se parler et s'organiser, c'est pas un gros problème. On peut venir en aide à celui qui est en difficulté. Avec notre type de société, t'es un pauvre, bah, tu te démerdes. Hein, il fallait pas être pauvre. J'ai même entendu des gens sur les plateaux télé. Moi, je regarde plus maintenant, mais sur les plateaux télé, un jour, je vois une dame qui était en train d'expliquer que ah ben les pauvres, ils avaient qu'à bien travailler à l'école, ils seraient pas pauvres. Bon, ben voilà. Donc voilà, je disais pourquoi. Alors, c'est quand même bizarre ça, parce que nous, en 1500 ans, on en avait hein, des guerres. Je ne parle pas des guerres mondiales. Enfin, si, on peut en parler. Hein. Toutes les guerres qu'on a pu faire contre l'Allemagne, contre l'Angleterre, contre les guerres coloniales. Hein, parce que ça, c'était pas officiellement des guerres, c'était comme pour Poutine, des opérations spéciales. Du maintien de l'ordre en Algérie, par exemple. Il y avait des événements. Euh, je suis allé en Algérie et je m'attendais à être vraiment mal vu, mal reçu. Hein, parce que avec toutes les saloperies qu'on leur a fait, je me dis, j'ai été accueilli comme invité partout. Alors c'était pendant le Ramadan, ça tombait bien. J'étais invité partout. Ah, les gens sont gentils de nature. Quand ils sont pas comme nous, obnubilés par la réussite, le toujours plus, l'argent, le pouvoir et tout ça. Bon. Et alors comment ça s'explique? Parce que les Indiens, ils n'ont pas, au bout d'un moment, ça s'est arrêté ça aussi. Hein, quand leur civilisation, ces grandes civilisations de Sapta-Sindhu, celle des sept rivières, s'est arrêtée. Euh, il y a, il y a eu donc il s'y est passé quelques siècles, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, sinon que les gens se sont installés ailleurs, ont rencontré d'autres gens et d'autres civilisations qui elles ne fonctionnaient pas de la même manière. Et puis, petit à petit, la violence est revenue, l'esclavage peut-être pas, mais en tout cas la stigmatisation des castes, enfin
toutes ces histoires-là, les Jati, je parle pas des Varnas. Les Varnas, ça correspond à peu près à notre fonctionnement. Les Varnas, c'est ce qu'on trouve dans le Rig Veda, dans le 10e mandala uniquement, parce qu'avant les mots comme Vaishya, comme Rajanya ou comme Shudra n'existent pas. Brahmana, oui. Mais Brahmana, ça désignait les prêtres, ça désignait aussi les versets du Rig Veda, ça pouvait désigner un tas de choses. Et ça a donné le Brahman, qui est un des noms pour ce qu'on peut pas décrire avec des mots. Pour ça, il faut faire l'expérience. Alors, pourquoi ça a tenu? Vous allez me dire, ouais, mais c'est la religion. Parce que c'est le ciment des civilisations, en général. Non, c'est pas une religion. La religion, c'est tu crois à un dieu ou à des dieux, j'ai déjà dit tout à l'heure, et tu obéis aux règles qui sont écrites par des humains, évidemment, ou peut-être inspirées lors d'états de modification de conscience, mais pas avec des tryptamines. Je reviens là-dessus. Parce qu'on a trouvé, par exemple, dans la civilisation des oasis au sud du Turkménistan, dans le désert de Karakoum, une ancienne civilisation qu'avait dans les 6000 ans aussi à peu près, et on a trouvé une cuvette, une sorte de cuvette, avec un trou dedans et un bouchon de laine. Donc on versait un liquide et les impuretés restaient dedans. Donc ça a été analysé et on a trouvé que c'était de l'éphédra. Or l'éphédra, c'est des méthamphétamines et c'est des méthamphétamines qui servent à la fabrication de la MDMA que les jeunes connaissent sous le nom d'ecstasy et qui prennent pour faire la fête, etc. Bon, alors c'est quelque chose. Alors je parle pas de la MDMA, je connais pas, je n'ai jamais pris. Mais par contre, je connais les méthamphétamines un peu. Et alors mélangé avec du cannabis, ce qui était le cas dans les analyses qui ont été faites sur le bouchon de laine de la civilisation des oasis, donc au sud du Turkménistan, au nord de l'Afghanistan. Il y avait aussi du cannabis et du pavot. Bon, le pavot, je pense pas que ça servait à grand chose, mais enfin bon. Et moi, j'ai goûté à ce mélange-là, cannabis et amphétamine. Alors, c'était en 70 et dans un pays où c'était pas interdit. Bon. Je dis ça des fois qu'il y a des censeurs qui voudraient m'emmerder. Alors, j'ai eu, moi personnellement, une expérience spirituelle très impressionnante. Et je pense que c'est valable pour tout le monde. C'est le même truc pour tout le monde. C'est très très impressionnante, mais qui n'est pas ce que j'avais eu quelque temps auparavant quand j'avais pris un truc avec un psychédélique avec des tryptamines, c'est-à-dire du LSD 25. Donc dérivé de l'ergot de seigle. Hein. Et ça, c'était l'ergot de seigle était connu dans le temps en Europe, mais pas maîtrisé, et ils savaient pas exactement ce que c'était. C'était ce qui donnait le mal des ardents. On appelait ça le mal des ardents. C'était les gens, à l'époque, on mangeait beaucoup de pain de seigle. Le pain blanc, c'était réservé pour la noblesse, les petits doigts en l'air, et puis du pain blanc.
le peuple mangeait du pain de seigle. Bon, bah, de temps en temps, il y avait un boulanger qui avait du seigle ergoté. Il faisait son pain avec, on le mangeait, et puis boum, t'avais t'avais les villages entiers qui se retrouvaient tous en trip à se demander pourquoi. C'est un peu ce qui s'est produit avec un pont Saint-Esprit dans les années 50. Alors, j'ai vu un documentaire là-dessus. C'était un essai de la CIA, grandeur nature, pour savoir l'effet sur la population si on met de l'eau, si on met du LSD dans un réservoir d'eau qui approvisionne un village, ou un village ou une petite ville. Et bon, ben, les gens ne savaient pas, hein, ils buvaient de l'eau, ils se rinçaient les dents, etc. Et puis, boum, ils se retrouvaient, euh, ils se retrouvaient dans un drôle d'état en se demandant ce qui leur arrivait. Et du coup, tout le monde a soupçonné le boulanger du bled de d'avoir d'avoir fait quelque chose, enfin d'avoir bricolé, d'avoir fait son pain avec du seigle ergoté, alors que c'était pas vrai. Ça a été prouvé depuis que c'était pas vrai, puisque de toute façon, c'était quand l'armée américaine avait pensé avoir trouvé une super arme. Allez sur YouTube, il y a plein de vidéos, vous tapez Army LSD, et vous allez voir, il y a des Anglais, il y a des Australiens, il y a alors les Américains, j'ai pas vu encore. Mais ça a été déclassifié, et donc vous allez voir la discipline dans l'armée, ça laisse un peu à désirer. Voilà. Bon, alors, je dis ça parce que, donc, euh, la, la spiritualité pure, c'est la spiritualité qui vous amène justement à sortir, à ne plus être que vous-même et à mettre votre ego complètement de côté, à fusionner avec l'univers et si vous êtes croyant, la divinité, la mère originelle, enfin bon, il y a des noms. Hein. Mais voilà, ça produit un effet si vous le faites dans les conditions qui sont nécessaires, évidemment. Si vous prenez ça pour aller voir un groupe de rock, ça marchera pas. Vous aurez, enfin, si vous apprécierez le rock, peut-être le rock, mais vous n'aurez pas l'expérience spirituelle. Donc là, il y avait un rite, il y avait alors il y avait plusieurs types de cérémonies que nous avons appelées sacrifices, ce qui est une connerie, mais comme c'est comme ça que tout le monde le fait, donc j'y allais, hop, on appelle ça un sacrifice, tant pis. Et donc ces sacrifices étaient bien calculés. Il y avait plusieurs jours où on prenait rien du tout, mais on se préparait l'esprit, parce qu'il faut préparer son esprit. Il y a 3 conditions, si vous voulez, pour que ça se passe bien. La première, c'est les dispositions d'esprit. Il faut savoir ce que vous voulez. Il faut ne pas dire, pas faire ça comme ça, en prenant, en faisant ça pour faire comme les copains, ou bien histoire de rigoler ou autre chose. Non, non. Hein, si vous voulez, c'est dans un contexte spirituel, et à ce moment-là, ça marche bien. Deuxième condition, environnement. Faut pas faire ça n'importe où, surtout pas. Hein, vous n'allez pas faire ça dans le métro parisien, parce que je vous garantis que ça va pas être bon. À la campagne, loin de tout bruit, de toute lumière, de tout truc, la nuit.
sous les étoiles. Moi, je fais comme ça, en tout cas. Et je peux vous garantir que ça marche très bien. Très, très bien. Donc, quand j'ai testé le truc avec les fédras et tout, j'ai bien vu la différence parce que euh, autant il y a une expérience importante avec les fédras et le cannabis que mais vous restez dans le monde intermédiaire, c'est-à-dire entre la terre et le ciel. Hein. Vous êtes dedans. Alors là, pour moi, en tout cas, c'est très haut placé, mais ça peut être très bas aussi, et ça l'a été d'autres fois. Ça ne s'est pas toujours bien passé. Euh, voilà. Donc, bon, c'est, ouais, donc, oui, alors on va dire que c'est pas les tryptamines. Les tryptamines, c'est une molécule qu'on fabrique nous-mêmes avec notre cerveau. Et pour ça, je vous conseille un bouquin qui s'appelle LSD, non pas LSD, DMT, hein, c'est pour diméthyltryptamine. C'est la molécule qu'on produit nous-mêmes. Donc DMT, la molécule de l'esprit. Et c'est Rick Strassman qui a étudié ça et qui l'a étudié très bien. Le bouquin, je l'ai donné à un copain, je regrette, mais bon, tant pis. Ouais, je pourrais en racheter un autre. Mais, et voilà. Euh, nous produisons, nous, une molécule, et cette molécule a des petites sœurs qui sont dans la nature et qui sont un petit peu différentes parce que chacune a un peu sa spécialité, mais c'est le même, la base, ce qui compte et ce qui est utile, c'est la même chose. Et puis alors, vous avez ça dans un tas de plantes et un tas de cultures à travers le monde. Vous avez l'iboga en Afrique, salut Joël. Vous avez l'ayahuasca en Amérique du Sud, le peyote, les champignons en tout genre, Amanita muscaria, psilocybe, etc. Et j'en passe. Bon, plus sans doute tout un tas qu'on connaît plus, parce que la culture occidentale est passée par là avec le christianisme et il fallait tout détruire. Hein. Il n'y avait que nous qui étions bons. Voilà. Donc ça a fonctionné pendant 1500 ans. Et peut-être plus avant qu'ils construisent les villes, parce que les villes sont tellement bien faites et faites dans l'intérêt de tout le monde que ça m'étonnerait qu'ils soient passés clac-clac du jour au lendemain d'un peuple de guerriers à un peuple de non-guerriers. Donc, je pense que... Alors, ça, vous le trouvez dans le Rig Veda, mais il faut le décortiquer un petit peu. Parce il faut décortiquer un peu le Rig Veda pour avoir pour essayer de comprendre ce qui s'est passé avant. Parce que le Rig Veda, qui était donc le livre de la civilisation des 7 rivières, livre oral, euh, raconte tout un tas d'histoires de combats, tout ça, mais ça nous raconte des choses qui se sont passées. C'est évidemment, il y a un côté spirituel qui saute aux yeux, c'est même pas la peine qu'on en discute. C'est interne et externe, si vous voulez. Quand on parle de force, Indra, la force, le tonnerre, la foudre, il crève les nuages, il fait pleuvoir et tout. Oui, oui, sans doute. Mais aussi, c'est à l'intérieur de nous et ça s'interprète autrement. Hein, c'est donc notre force d'énergie, l'énergie qu'on utilise pour éveiller notre glande pinéale, l'épiphyse,
de son nom savant, si vous voulez. Euh, et, et c'est valable pour l'extérieur comme pour l'intérieur. Donc voilà. Pendant toute cette durée-là, ça a fonctionné comme ça. Les gens étaient euh, et, ça se passait bien pour tout le monde. Hein, il n'y avait pas il n'y avait pas de discrimination au début. Et arrivé il y a 4200 ans, donc en 2200 avant notre ère, il y a eu une terrible sécheresse qui a frappé toute la ceinture intertropicale, donc donc entre les deux tropiques, et puis toute cette partie-là. Là, la sécheresse a été terrible partout, dans un tas de régions du monde, et y compris en Inde. Et donc, il pleuvait plus, ou alors quand il pleuvait trop. Un peu ce qui va nous arriver, enfin ce qui a déjà commencé. Euh, et donc, y a le soma, la plante qui leur servait à eux pour leurs expériences spirituelles individuelles, mais obligatoires pour certaines personnes, les riches, les prêtres, hein, tous les gens qui s'occupaient de l'esprit, il fallait que eux-mêmes y soient, hein, parce que sinon ça marche pas. Les dirigeants, donc les dirigeants, c'était, il y en a eu quand au début il y avait pas, c'était des petits comités, quartiers, etc. Bon, les dirigeants c'était une caste, enfin alors une caste. Quand on dit ce mot-là, il y a tout le monde qui tombe dans les pommes en Europe, donc non, hein, ou alors des manifs et tout. Euh, donc Varna, ça veut dire couleur. Quand que le soma s'est arrêté, la civilisation a continué pendant encore peut-être un ou deux siècles. Ah, voilà, hein, parce que nous, on en est là, peut-être deux ou trois siècles. Hein, bon, allez. soyons, soyons larges d'esprit. Euh, donc la civilisation a continué et le, les cérémonies spirituelles aussi, les sacrifices ont continué aussi, mais euh, elles ont continué, mais euh, euh, il n'y avait plus il y avait plus la plante. Où il y en avait un petit peu, alors c'était réservé à certains, etc. Puis après, il n'y avait plus rien. Ah, ils ne savaient même plus ce que c'était. Trois générations après, ils ne savaient plus ce que c'était. Ah, moi, je fais toujours au bout de trois générations, tout ce qui était bien décidé par les anciens, c'est hop, ça part. Ah, et quand la cupidité revient, la violence, tout ça. Donc, alors là, c'était pas le cas parce que il y a eu quand même 1500 ans de, pas tout à fait là, hein, mais bon, plus de 1000 ans en tout cas de paix totale et complète. Et donc, ils n'allaient pas passer à la violence tout de suite. Par contre, une fois qu'ils seront obligés de déménager, donc il y a 3900 ans, le, euh, j'ai perdu le fil, je reviens, le temps de le retrouver. Oui, alors ils sont partis. Donc il y en a qui sont partis au nord, il y en a qui sont partis au sud, dans la plaine du Gange, il y en a d'autres qui sont partis à l'ouest, vers l'Iran, la Turquie, etc. Et et oui, ah oui, puis et dans la plaine du Gange, il y avait déjà
une autre civilisation, où là, ils faisaient la guerre et tout. Donc, c'est là qu'a commencé le védisme classique, hein, le Mahabharata et tout et tout. Donc, voilà. Donc, nous, si on choisit, on se dit, bon, ben, on va pas prendre une civilisation comme Sumer ou comme l'Égypte, qui ont qui sont les ancêtres de la nôtre, hein, ces civilisations-là, les civilisations pyramidales, toujours pareil, hein. En haut, les quelques-uns pour qui c'est l'opulence et tout va bien, et puis les autres en bas, ils tirent la langue. Donc on va choisir l'autre. On n'est pas con, on va quand même prendre l'autre. Ça se passait bien pour tout le monde. Voilà. Et donc, on pourrait s'en inspirer. Mais évidemment, on va pas faire des sacrifices euh, et prier Varuna ou Indra, Agni, etc. Ça va plus avec notre culture et puis tout ce qui s'est passé depuis. Donc, il faut s'en inspirer, s'inspirer de leur fonctionnement, mais adapté à nous, hein. Alors, évidemment, euh, il faut un rite qui soit accepté par tout le monde, non pas comme une religion ou une croyance, mais parce que c'est un rite qui va maintenir notre façon de penser à travers les siècles. Et avec comme base, surtout, il faut surtout jamais recommencer ce qu'on a fait avant, ça c'est clair, et, et surtout ne pas pas de chef, hein, pas de chef. Quand on désignera quelqu'un pour s'occuper de ceci ou de cela, on le fera, mais il aura des comptes à rendre, et puis avant il boira le soma, hein, ça s'appelait le soma leur truc. Euh, oui, parce que là, il faudra revenir avec les psychédéliques. Alors, pourquoi? Eh bien, euh, euh, parce que c'est ça qui détruit l'ego et qui permet une vie paisible et non violente. Ça, avec ce genre de choses, quand vous le faites régulièrement, vous n'avez absolument aucune envie d'aller vous battre, ni d'aller tuer quelqu'un, ni d'être riche, ni rien. Non. Hein. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens riches euh, qui, qui ont pris des tryptamines, mais les c'est pas le fait de prendre des tryptamines qui les a enrichis. Vous voyez. Ça marche pas. Hein. Vous pouvez toujours. C'est comme les prières. Vous pouvez faire une prière à votre Dieu et lui demander de vous donner $1 million. Pas sûr que ça marche. Bon, mais allez savoir. Et donc voilà, donc il faut qu'on se base sur ce genre de truc. Alors, pourquoi c'est délicat d'en parler? Parce que d'abord c'est interdit en Europe, hein, parce que là, oulala, il n'y a qu'une drogue qui est très bien vue en Europe, c'est l'alcool. Hein, pour avoir le qualificatif de drogue, il faut répondre à 3 conditions. Il faut que ce soit un produit psychoactif. Hein, euh, euh, il faut que ça provoque une addiction et il faut que ça soit dangereux pour la santé. Alors, psychoactif, oui, hein, ça, pas de problème, mais il n'y a pas que ça dans la vie qui est psychoactif. Hein. Le café, par exemple, même une cigarette avec du tabac, euh,
ça a produit un petit, bon, c'est léger, mais un petit peu de plaisir. Voilà, donc ça, le café, on se sent bien, prêt à attaquer la journée. Il y a un produit psychoactif dedans. Bon, dans l'alcool aussi, hein. Mais alors lui, ça vous fait plonger. J'ai tenu un bistrot pendant 2 ans, donc je connais la question et personnellement, je n'ai pas craché dessus non plus. Donc je connais aussi. Bon, voilà. Euh, or, tout ce qui est tout ce qui est psychédélique, si vous voulez, ou euh, tout ce qui est tryptamine, pour utiliser des mots scientifiques, toutes les tryptamines sont, alors oui, des produits psychoactifs, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, addiction, non. Et risque pour la santé, non. Hein. Le meilleur exemple, ça va être l'exemple de Albert Hoffman, celui qui a découvert le LSD par hasard en 1942 et qui en a pris la dernière fois à 95 ans et qui est mort à 103 ans. Donc, surtout, ça, il est né, il était né avant d'avoir découvert le LSD, donc il était bien vieux quand même. Hein, et il y a déjà un moment. Donc voilà. Euh, au point de vue donc psychoactif, on a vu. Au point de vue danger pour la santé, ben non. Et au point de vue addiction, ben non plus, parce que on peut pas. Hein, c'est pas, je sais pas, c'est tellement idiot que on peut pas. C'est un truc qu'on peut pas. Par contre, ça soigne les addictions. Euh, Parce que, bon, une fois que la politique est passée, c'était Richard Nixon qui avait lancé ça avec sous les pressions des fondamentalistes américains chrétiens, je ne sais même pas s'ils sont chrétiens, tous les évangélistes, les machins, les pentecôtistes, les machins. Bon, bref, il y a des quantités de sectes dont certaines ont un gros pouvoir sur les États-Unis, sur les présidents, la politique et tout et tout. Et oui, donc ça, c'était dans le temps. Et depuis, d'autres médecins et chercheurs ont réétudié ça et se sont aperçus que ben non, hein, c'est pas dangereux pour la santé. Et ma fibrose, machin, n'a strictement rien à voir, parce que moi, ça remonte à loin. Euh, et puis, en plus, c'est vrai que pour soigner une addiction, les alcooliques, par exemple, eh ben, il y en a, ils vont se faire soigner. Alors, il y a des pays où c'est légal, en, en, aux Pays-Bas, en Suisse, au Canada, dans certains États américains, etc. C'est en train de se faire. Donc, il y a un changement des mentalités qui est en train de se produire, que le baratin que nous ont raconté les politiciens, maintenant on n'y croit plus parce que on a de l'information, on n'a jamais eu autant d'informations qu'à notre époque-là, grâce à Internet et tout le truc. Et les livres aussi, il n'y a jamais eu autant de bouquins en circulation. Euh, donc, on sait tout ça maintenant. Les gens, ils ne croient plus les politiciens qui se servent de cet argument de la guerre contre le narcotrafic, de l'autre couillon de Darmanin. Euh, c'est en fait c'est un ennemi parce que ouais, c'est un ennemi pratique.
un tout gouvernement qui tient comme ça et qui est juste là pour la place et parce que la place est bonne et que tant qu'à faire, autant en profiter. Et puis pour l'ego, j'étais ministre ou j'étais président. Euh, voilà. Donc, ils ont besoin d'un ennemi. Ces gens-là ont besoin d'un ennemi, un ennemi pratique qui ne leur fera pas de mal, de toute façon, et puis que on peut, en manipulant les médias et tout, on peut y aller taper dessus et puis dire voilà, nous on est des costauds. Ah, toi tu descends, toi. Voilà. Euh, on est des durs et tout et tout. Donc bon. Alors, c'est en train de revenir maintenant chez les gens qui sont à peu près intelligents et qui s'intéressent à la question, se disent ah ben oui, si il n'y a aucune preuve que c'est nocif, c'est que ce n'est peut-être pas. Hein, ça l'est peut-être pas. Hein, pour soigner les dépressions graves, pour soigner les chocs post-traumatiques des anciens des guerres qui reviennent complètement déboussolés. Clac, clac, une fois. En prenant une fois, c'est fini. Quelquefois, il faut prendre deux. Mais voilà, c'est plutôt que des médicaments à vie, etc. Donc voilà. Donc, si on reconstruit quelque chose, il nous faudra faire une sorte de rituel qui est dans l'intérêt collectif, de façon à ce qu'on ne recommence pas les mêmes conneries qu'on a fait euh, nous avec notre civilisation et qu'on parte sur quelque chose de bien, d'intéressant pour tout le monde et de bien. Très, bon, par contre, là, je n'ai pas d'idée de ce que ça pourrait être, et comment on pourrait le faire, etc. Ça, je pense que c'est aux jeunes de trouver quelque chose. Mais il faut que ce soit quelque chose de régulier et que tout le monde y passe. Enfin, tous les gens euh, qui ont des responsabilités ou qui s'enrichissent ou qui ont plus de tchatch, etc. Tous ces gens-là, hop, 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 vous régulièrement, tout le monde. Bon, le simple manutentionnaire, lui, est-ce que c'est nécessaire ou pas, ça à voir, mais si ça peut lui éviter de taper sur sa femme, par exemple, oui, ce serait bien. Donc voilà, il faut faire un rituel qui revient tous les ans, qui revient régulièrement. Je dis tous les ans parce qu'il y a les Indiens de l'époque du Sapta Sindhu faisaient ça au moins une fois par an au printemps. Euh, Sans doute d'autres fois aussi en cours d'année, mais voilà. Bon, et ben voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, je vais sans doute refaire d'autres vidéos sur cet effondrement en reprenant là, pas toute la chronologie, mais on verra. Ça va être un peu à l'inspiration. Je suis en train de préparer un bouquin, c'est un gros boulot. Et je vais arrêter cette vidéo parce que quand je suis parti, j'ai du mal à m'arrêter. Alors, je vais essayer de trouver. On le voit pas là. C'est pas là. Je suis pas loin.